loo jàng yaa ko xam loo liggéey yaa koy moomal sa bopp loo jàng yaa ko xam loo liggéey yaa koy moomal sa bopp tey loo jàngoon nan ko xamee man lu ma liggéey man ko jàngoon naa ko xam naa ko gën mën naa ko gën duna yele loo liggéey yaa ko xamoo fa xel ba man ko man xam naa ne lii yow yaa ko liggéey looy liggéey na nga faxe ba xam ko loo jàng na nga faxe ba man ko li la yaa ko moom Ibrahima li la yaa ko moom li la yaa ko moom Ibrahima li la yaa ko moom loo doonul taalibeem mënoo doon sëriñam ci maa yele loo doonul taalibeem mënoo doon sëriñam ci maa yele Nous sommes réunis ce jour pour entendre M. Mohamed El-Béchir Fall dans sa soutenance de thèse de doctorat d'État en médecine sur le sujet suivant: évaluation de la prise en charge de l'infarctus aigu du myocarde non compliqué par le personnel médical au niveau des centres de santé et des services d'urgence des hôpitaux du département de Dakar. Je vous prie de vous asseoir. Voilà, nous allons inviter El-Béchir à nous présenter les résultats de son travail. Je crois qu'il le fait sur le mode diaporama. Donc tu peux y aller. Le jury va se déplacer pour... Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président du jury, chers membres du jury, chers professeurs, chers parents, chers collègues, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. J'ai le privilège et l'honneur de me tenir ici ce jour pour vous présenter ma thèse de doctorat en médecine portant sur l'évaluation de la prise en charge de l'infarctus aigu du myocarde non compliqué par le personnel médical au niveau des centres de santé et des services d'urgence des hôpitaux du département de Dakar. Notre présentation se déroulera selon le plan suivant, avec tout d'abord une introduction, avant de vous présenter la méthodologie que nous avons utilisée lors de notre étude. Ensuite, nous en viendrons à nos résultats et commentaires avant de conclure et d'émettre quelques recommandations. Les affections cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde, avec plus de 17,5 millions de victimes chaque année. 80% des décès surviennent dans les pays à faible et moyen revenu et touchent la plupart du temps des adultes en âge de travailler. Ces chiffres ne cessent d'augmenter et au Sénégal, la prévalence est passée de 3,17% en 1991 dans l'étude Corona-Afrique à 7,61% en 2009 dans celle de Hakim. Alors, l'une des maladies cardiovasculaires les plus fréquentes est l'infarctus aigu du myocarde, une pathologie sur laquelle porte notre étude. C'est une urgence majeure et qui nécessite une prise en charge rapide. Cette prise en charge rapide
apporter des bénéfices majeurs lorsqu'elle est effectuée dans les 2 premières heures. On parle des golden hours. Alors cette obligation de rapidité se retrouve dans l'assertion suivante, très célèbre en cardiologie: le temps, c'est du myocarde. Alors, mais tout d'abord, qu'est-ce qui entraîne cet infarctus du myocarde? On parle d'infarctus du myocarde lorsque l'une des artères nourricières du cœur, ou encore appelée artère coronaire, est complètement obstruée par un caillot sanguin le plus souvent. Alors, de nouvelles thérapeutiques ont été développées pour pouvoir désobstruer cette artère, à savoir l'angioplastie, qui est une méthode instrumentale qui permet d'aller déboucher cette artère à l'aide de la vidéoassistance. Mais également, nous avons les thrombolytiques, qui sont des médicaments qui, administrés, permettent de liser ou, si vous voulez, dégrader ou découper ce caillot sanguin. Alors, malgré le développement de ces nouvelles thérapeutiques, telles que l'angioplastie et les thrombolytiques, il apparaît que les populations sénégalaises ne bénéficient pas encore d'une prise en charge optimale de l'infarctus aigu du myocarde. Il était donc important d'évaluer la prise en charge de cette pathologie par le personnel médical afin d'avoir une idée sur sa qualité, mais également pouvoir mener des actions de prévention. Donc les objectifs de notre étude étaient d'évaluer les niveaux de connaissance du personnel médical, recenser les moyens disponibles face à cette pathologie, connaître leur attitude pratique face à l'IDM avant l'admission du patient en unité de soins intensifs cardiologiques, mais également recueillir les différents problèmes rencontrés. Parce qu'était inclus dans notre étude tout personnel médical susceptible d'être en contact primaire avec le patient, à savoir les médecins généralistes, les médecins spécialistes faisant des consultations de médecine générale, mais également les faisant fonction d'interne. Les infirmiers, sages-femmes ainsi que les stagiaires présents dans la structure n'étaient pas inclus dans notre étude. Il s'agissait d'une étude de type évaluative avec interview des médecins à l'aide d'un questionnaire préétabli, et les paramètres étudiés dans ce questionnaire étaient les caractéristiques de la population d'études, le niveau de connaissance, les moyens matériels et thérapeutiques disponibles dans la structure, l'attitude pratique du praticien face à un infarctus aigu du myocarde non compliqué et les différents problèmes rencontrés. Les informations ont été saisies à l'aide du logiciel FileMaker Pro Advance 11, analysées avec le logiciel EpiInfo 7, et le test de RI2 nous a permis de corréler certains paramètres, et il était significatif si le P était inférieur à 0,05. Venons-en à nos résultats et commentaires. Nous avons interviewé 130 médecins sur les 142 prévus, soit un taux de 91,54%. Ce taux s'explique par le fait que certains médecins étaient en congé et d'autres ont refusé pour des raisons diverses de répondre au questionnaire. La caractéristique de la population d'études selon la structure de santé, la répartition globale montre une prédominance des médecins au niveau des centres de santé avec un taux de 54,90% et 44,90% se trouvent dans les services d'accueil des urgences. Donc ceci montre que ce taux peut s'expliquer par l'évaluation de tous les médecins au niveau des districts sanitaires, alors que seuls les médecins des SAU ont été interviewés dans les services d'accueil des urgences. Les caractéristiques de la population selon la spécialité, 75% de notre population d'études était constituée par des généralistes et 25% des spécialistes. Les 3/4 de ces spécialistes étaient dans les SAU et les 1/4 se trouvaient au niveau des districts sanitaires. Ceci montre la volonté politique ou individuelle des médecins-chefs de district de désengorger les hôpitaux de niveau 2 et 3 de certaines consultations spécialisées, même si, dans notre étude, ces médecins spécialistes faisaient des consultations de médecine générale. Alors, dans notre travail, l'âge est de 30,9 ans, avec des extrêmes de 24 et 45 ans et un écart type de 4,16. Nous notons quand même la prédominance des jeunes médecins au niveau des services d'accueil des urgences, avec un taux de 76% dans la tranche d'âge de 24 à 30 ans. Ceci montre l'intérêt des jeunes médecins pour les urgences, mais également la présence considérable des faisant fonction d'interne. Venons-en au niveau de connaissance du personnel médical, en commençant par la définition.
25% des médecins n'ont pas pu définir l'infarctus aigu du myocarde, 11% l'ont défini comme un défaut de perfusion et 59% l'ont défini comme une nécrose myocardique, qui est la réponse qui se rapproche le plus de la définition universelle de l'infarctus aigu du myocarde, qui est séparée, elle, en 5 catégories, dont la plus courante définit l'infarctus du myocarde comme une détection ou une élévation, une détection d'une élévation et ou d'une baisse des biomarqueurs cardiaques, à savoir la troponine de préférence, avec au moins une valeur au-dessus du 99e percentile de la limite supérieure de référence, avec au moins l'un des éléments suivants: symptômes d'ischémie, nouvelle modification du segment ST ou de l'onde de T ou un nouveau bloc de branche gauche, ou une apparition d'onde Q pathologique à l'électrocardiogramme, ou à l'imagerie la preuve d'une perte de myocarde viable ou d'une nouvelle anomalie de la contractilité régionale. Pour ce qui est des étiologies, 80% des médecins ont cité l'athérosclérose comme la cause la plus fréquente. Ceci rejoint les chiffres de la littérature avec comme principale étiologie de l'infarctus aigu du myocarde l'athérosclérose coronaire dans 95% des cas. Pour ce qui est des complications précoces, 47% des médecins ont cité la mort subite, 27% ont cité les troubles du rythme, 29% l'insuffisance cardiaque. Cependant, il existe un taux non négligeable de 31% qui n'ont pas pu donner de complications précoces de l'infarctus aigu du myocarde. Ceci pourrait entraîner l'oubli de la recherche ou la méconnaissance de ces complications face à cette pathologie, tout en sachant que l'étude LAERAL a démontré que les urgentistes sont tout autant exposés que les cardiologues aux complications précoces de cette pathologie. Moyens et attitudes pratiques du personnel médical devant une douleur thoracique aiguë avec suspicion d'infarctus aigu du myocarde. Quels sont les examens complémentaires disponibles en urgence 24 heures sur 24 dans ces structures? L'électrocardiogramme, qui est un examen complémentaire indispensable pour poser le diagnostic d'IDM, était présent dans tous les services d'accueil des urgences, mais n'était présent que dans 4 centres de santé sur 12. Rappelons que les recommandations de la Société européenne de cardiologie préconisent qu'un électrocardiogramme soit réalisé dans les 10 minutes après que le patient soit arrivé au niveau de la structure d'accueil. Ces recommandations ne pourraient être possibles alors que dans 10 structures sur les 18. Même si, après une investigation un peu plus poussée, il s'est avéré que certains services d'urgence ne disposaient pas d'un électrocardiogramme à demeure et qu'ils devaient aller emprunter le CG du service de cardiologie de l'hôpital. La troponine, qui est le biomarqueur cardiaque de préférence, qui est également un examen biologique qui permet de définir l'infarctus aigu du myocarde, était présent dans 2 hôpitaux sur les 6 et aucun centre de santé n'en disposait. Dans ces circonstances, le diagnostic de l'IDM avec élévation des troponines, mais sans sus-décalage du segment ST, serait impossible dans ces structures de santé, ce qui pourrait avoir des conséquences dramatiques pour le patient. Alors, qu'est-ce qu'il en est de l'attitude pratique des médecins face à une forte suspicion d'IDM? Alors, 88% des médecins ont demandé en première intention un électrocardiogramme. Et 66% d'entre eux s'attendaient à un sus-décalage du segment ST, 25% un sous-décalage du segment ST et 63% une onde Q de nécrose. Néanmoins, il existe un énorme fossé entre connaître les résultats attendus à l'électrocardiogramme et savoir poser le diagnostic de l'infarctus aigu du myocarde. Pour ce qui est de l'examen biologique, 65% des médecins ont demandé en première intention la troponine. Cependant, il existe un taux non négligeable de 35% qui ont demandé un autre examen biologique tel que les dédimères, les CPK, le bilan lipidique, la numération formule sanguine ou l'ionogramme sanguin. Ceci pourrait entraîner un sous-diagnostic de l'infarctus aigu du myocarde, mais également un retard dans la prise en charge. Quels sont les moyens thérapeutiques disponibles dans la structure? Rappelons que l'objectif principal est la désobstruction de cette artère coronaire occluse. Et elle peut se faire par 2 méthodes, l'angioplastie coronaire de préférence ou la thrombolyse. L'angioplastie coronaire était disponible dans 2 structures sur les 18
mais n'étaient pas encore disponibles en urgence 24 heures sur 24. Les thrombolytiques, à savoir la streptokinase, étaient disponibles dans 3 structures sur les 18, mais notons également que la streptokinase n'est plus le thrombolytique préconisé en première intention dans l'infarctus aigu du myocarde. Il y a de nouvelles molécules qui ont été développées, telles que la tenecteplase, l'alteplase ou la réteplase, qui ont un taux de réussite de 90% lorsqu'ils sont administrés dans les 3 heures après le début de la symptomatologie, alors que la streptokinase a un taux de réussite de 60%. Alors, le traitement adjuvant présent au niveau de ces structures de santé, on a la morphine qui était présente dans 5 structures sur 18, les antiagrégants plaquettaires, à savoir l'aspirine et le clopidogrel, dans 12 structures sur 18, l'enoxaparine dans 9 structures sur 18, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, à savoir le captopril, dans 10 structures sur 18, mais également les statines, les bêta-bloquants et les dérivés nitrés étaient présents dans les 8 structures sur les 18. Alors, ces chiffres reflètent le bas niveau de notre plateau technique, mais également le manque accru de moyens thérapeutiques disponibles en urgence. Le traitement en urgence dans le service d'accueil, 14 médecins sur les 130 auraient décidé de prendre en charge leurs patients dans leur structure de santé, avec comme traitement de la morphine, de l'aspirine et du clopidogrel, de l'enoxaparine, de la streptokinase, du captopril, une statine, des bêta-bloquants et des dérivés nitrés. Donc, ceci montre la volonté de prendre en charge les patients dans la structure lorsque les moyens thérapeutiques sont disponibles, pas de dernière génération, mais quand même présents. Notons également que 6 médecins parmi ces 14 prescrivaient une ordonnance pour pouvoir effectuer leur traitement. Ceci pourrait entraîner un retard de la désobstruction de cette artère, tout en sachant que les recommandations préconisent un délai de 30 minutes entre le premier contact médical et la thrombolyse. Alors, 116 médecins sur les 130, soit un taux de 89%, ont décidé de référer leurs patients vers un cardiologue. Et 67% l'auraient fait sans prescription, 24% auraient administré des antiagrégants plaquettaires et 11% auraient administré des dérivés nitrés. Plusieurs études ont montré que l'administration précoce des antiagrégants plaquettaires diminue la morbimortalité cardiovasculaire. Donc, l'absence de prasugrel ou de ticagrelor, qui sont de nouveaux antiagrégants plaquettaires, ne devrait pas nous faire occulter d'administrer l'aspirine et le clopidogrel en préhospitalier. Pour ce qui est de la rapidité du transfert, tous les médecins transféraient immédiatement leurs patients, sauf un qui le transférait le lendemain. Alors, après une investigation un peu plus poussée, il s'est avéré que il existe parfois des difficultés pour la mise à disposition de l'ambulance, soit par manque de carburant ou par panne de cette ambulance. Alors, ce phénomène met en exergue le manque d'organisation de notre système de santé pour le respect de la notion nord to balloon qui est définie comme le premier contact médical et l'expansion du ballonnet lors de l'angioplastie et qui doit être inférieur normalement à 90 minutes. Pour ce qui est des problèmes rencontrés lors de leur prise en charge, 65% des médecins posent un problème de diagnostic. Ceci peut être expliqué par le manque d'électrocardiogramme ou de troponine disponible en urgence 24 heures sur 24, mais également témoigner du fossé qu'il existe entre connaître les critères diagnostiques de l'infarctus aigu du myocarde et savoir poser le diagnostic de l'infarctus aigu du myocarde sur l'électrocardiogramme. 95% des médecins ont posé également le problème du traitement en urgence, ce qui montre la volonté d'une prise en charge optimale en présence de moyens thérapeutiques et de matériel. Alors, en guise de conclusion, nous dirons que l'infarctus aigu du myocarde constitue une urgence majeure, d'où le diagnostic et d'où la nécessité d'un diagnostic et d'une prise en charge précoce. Alors, malgré les progrès considérables qui ont été notés lors des dernières décennies par rapport à cette pathologie coronaire, celle-ci continue encore à poser un énorme défi à la profession médicale. Et notre étude a permis de mettre en évidence une qualité insuffisante de la
prise en charge de l'infarctus aigu du myocarde, surtout par manque de moyens thérapeutiques, mais également de matériel disponible en urgence 24 heures sur 24. Alors pour améliorer cette prise en charge, nous avons jugé utile de formuler quelques recommandations aux différents intervenants. Au niveau des centres de santé et services d'accueil des urgences, à l'endroit des médecins, la formation continue sur le diagnostic de l'IDM grâce à l'électrocardiogramme, mais également la formation continue sur la reperfusion coronaire par thrombolyse, qui est la méthode thérapeutique pour le moment la plus accessible aux structures de santé. À l'endroit des structures de santé, équiper les structures en matériel tel que électrocardiogramme, scope, test de diagnostic rapide d'élévation de la troponine, mais également mettre à disposition des médicaments d'urgence de dernière génération et disposer d'une ambulance médicalisée 24 heures sur 24. Au niveau national, organiser des campagnes d'information sur la douleur thoracique aiguë, la construction d'un centre de cardiologie interventionnelle pour une prise en charge 24 heures sur 24, mais également la formation de plus de cardiologues spécialisés en angioplastie et subventionner les médicaments d'urgence. Je vous remercie de votre attention. Merci El Béchir. À présent, nous allons donner la parole aux membres du jury, en commençant par le professeur Adama Kane. Merci, Monsieur le Président. Je commence par remercier l'impétrant Monsieur Mohamed El Béchir Fall de me permettre de siéger à ce jury de thèse avec mes maîtres, les maîtres de cette faculté. D'abord le professeur Abdoul Kane, qui est pour nous une référence puisque ayant été à l'origine même de notre choix lorsque nous avions décidé au tout début donc d'embrasser la carrière universitaire en termes de notamment faire la cardiologie. Et le professeur Abdoul Kane est connu par sa modestie et c'est un homme de défi. Et je pense que je profite de ce jury de thèse pour prier pour lui, pour le remercier pour tout ce qu'il a fait pour la cardiologie sénégalaise et même africaine, et prier pour que les défis qu'il s'est fixés, les récents défis qu'il s'est fixés, qu'il puisse les mener à bien. À côté du professeur Abdoul Kane, nous avons le professeur Diaw, qui est un ami, un compagnon de tous les jours, et qui est intéressé à plus d'un titre à ce travail, donc puisque évoluant dans la vie interventionnelle, c'est lui en fait qui reçoit les patients qui viennent pour une coronarographie, pour une angioplastie, pour la prise en charge de l'infarctus du myocarde qui est le sujet de la thèse qui est en train d'être présentée. Et donc le professeur Diaw est un ami, je profite de ce jury de thèse pour le remercier pour tout ce qu'il fait pour l'avancée de la cardiologie sénégalaise africaine et pour lui renouveler ma gratitude. Il nous a été demandé donc de juger ce travail qui est de prime abord un travail équilibré, donc qui respecte les normes scientifiques, les normes de la rédaction scientifique. Il s'agit en réalité d'une étude CAP, donc c'est une étude qui concerne c'est une enquête CAP en réalité. C'est une enquête qui revoit un peu les connaissances, les aptitudes et donc les pratiques des différents collègues par rapport à une problématique de santé. Et puisque étant une enquête CAP, il y a quelques éléments qu'on va voir très rapidement pour essayer d'en améliorer le contenu. Mais c'est pour vous dire dès le départ que c'est un travail qui est très bien fait à mon avis. Il y a quelques au niveau du fond et de la forme. Au niveau du fond, il y a quelques coquilles qui se sont glissées, notamment l'écriture du mot aigu au féminin. Donc le traitement est au niveau du E et non du U. Je pense que c'est même ressorti au niveau des diapositives. Donc il y a quelques coquilles comme ça, mais je pense qu'on va y revenir au fur et à mesure. Mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de coquilles si on regarde globalement. Concernant les critiques en détail, au niveau de la page 10,
c'est des commentaires, hein, puisque vous avez parlé de la formation dans la physiopathologie au niveau de la page 10, de la formation du centre athéromateux et de la chape fibreuse. Donc, à ce niveau-là, c'est plus l'ensemble donc qui est concerné. Et donc, vous êtes en train de parler des syndromes coronaires aigus. Donc, les syndromes coronaires aigus, on est à un niveau donc, de complications supérieures. Je pense que ça pouvait manquer. Peut-être vous pouvez le rappeler juste pour dire que ça commence par ça, mais préciser, en train de parler de l'athérothrombose coronaire qui concerne les syndromes coronariens aigus. Au niveau de la page numéro 77, c'est la méthodologie. Donc globalement, c'est une méthodologie qui m'a paru un peu sommaire, puisque je pense que les éléments, les éléments qui sont au niveau de la fiche d'enquête devaient apparaître au niveau de cette partie de la méthodologie, puisque vous avez juste dit quels sont les médecins que vous avez interviewés. Donc il n'y a pas beaucoup de substance au niveau de cette méthodologie-là, alors que c'est une partie importante du travail. Donc je pense que les éléments, même si vous ne détaillez pas, après vous nous référez après à la fiche d'enquête, il faut quand même préciser les éléments qui ont été analysés au niveau du questionnaire. Au niveau de la page 79, vous avez fait des analyses statistiques. Vous avez dit que à la dernière partie, répartition selon la spécialité et le genre, vous avez donné une valeur de paix. Mais on ne sait pas finalement qu'est-ce que vous avez comparé, puisque lorsqu'on regarde le tableau, il y a plusieurs pourcentages donc, qui apparaissent. Donc finalement, c'est la valeur de quelle comparaison? Parce que c'est un test de Kido, vous avez comparé normalement deux éléments, mais ce n'est pas très clairement explicité à ce niveau. Au niveau de la page 85, les complications précoces, vous avez dit que 31% des collègues n'ont pas pu, ne connaissent pas en fait, n'ont pas pu répondre par rapport à la question posée concernant les complications de l'infarctus du myocarde. Bon, ça me paraît, c'est un commentaire que je fais, parce que ça me paraît un peu grave, parce que si on ne sait pas, on ne connaît pas les complications d'une maladie, on peut ne pas prendre en charge correctement cette maladie-là. Donc je pense qu'il y a un gros boulot à faire à ce niveau-là pour que les collègues soient conscients des dangers que constitue donc, cette pathologie-là, des dangers, notamment les dangers immédiats. Donc il y a des complications hyper précoces, vous l'avez rappelé dans votre première partie, donc qu'il faudra prendre en charge rapidement. Et c'est ça qui justifie justement donc, la prise en charge qui doit être très précoce. Au niveau de la page 87, donc, quand je regardais les différents centres de santé, j'ai eu quelques soucis puisque vous dites que le centre de santé de Philippe Senghor ne disposait pas d'appareil d'électrocardiogramme. Bon, il faut que j'appelle après mon ami Goro Cissé puisque il y a un grand cardiologue qui est au niveau de ce centre-là, donc je ne comprends pas comment il peut travailler sans appareil d'électrocardiogramme. Peut-être que vous avez interviewé le service d'accueil, pas le service de cardio. Je pense que c'est ça qui doit avoir d'explication. Donc, au niveau des résultats, au niveau de la page 88, vous avez dit que sur les collègues qui ont demandé un électrocardiogramme, 63% des médecins font le diagnostic de l'infarctus du myocarde devant l'apparition d'ondes de Q de nécrose. Ce qui est une erreur, puisque si on attend l'onde de Q de nécrose, c'est déjà trop tard. Ça veut dire que les dégâts sont déjà constitués. Puisqu'il y a un bouchon qui obstrue la lumière, comme vous l'avez dit, et donc si l'obstruction dure, il y a une nécrose. Et si la nécrose survient, on ne peut plus rattraper le coup. Donc c'est trop tard. Et 63% des médecins, en fait, auraient agi quand c'est déjà trop tard. Ça pose vraiment un gros problème de formation par rapport à la prise en charge de cette pathologie-là. À la page 89, j'ai vu que le service d'accueil d'urgence de Fann ne disposait presque pas de drogue. Hein. Lorsqu'on regarde la morphine, il n'y en a pas. Vitamine K, il n'y en a pas. Bêta-bloquant, il n'y en a pas.
pour un service d'accueil d'urgence, c'est quand même, surtout les bêta-bloquants, je pense que c'est... Même la thrombolytique doit exister, puisque quand même le centre national de Fann, c'est un grand centre. Donc je pense que ces médicaments-là, je pense qu'il faut remonter l'information. Si réellement c'est des informations avérées, il faut les remonter. Et c'est ce qui fait la pertinence de cette étude-là. Je félicite l'équipe du professeur Kane avec le professeur Alassane Baye d'avoir mené cette étude-là qui est très très importante pour l'amélioration de la prise en charge de ces pathologies-là. Et il y a des centres qui ne disposent pas d'aspirine, notamment le Plateau et Ngor. Donc l'aspirine, je pense que ça, vous-même, vous pouvez régler le problème en leur donnant l'information et en les sensibilisant par rapport à l'importance d'avoir ce médicament-là. Je pense que ce n'est même pas la peine de remonter, vous-même, vous pouvez régler le problème. Puisque l'aspirine, ça ne coûte pas très cher. Après, il faudra nous dire c'est qui, hein, parce que ça pose réellement un gros problème. Puisque nous sommes dans un centre hospital universitaire, donc normalement, ces malades doivent être référés, mais pas gérés par un généraliste. Au niveau de la page 93, médicaments prescrits ou pas avant la référence vers un cardiologue, enfin, je ne sais pas si normalement, vous n'avez pas interrogé sur ça, puisque vous avez listé les médicaments, mais les thrombolytiques n'en font pas partie. Donc, c'est une question que je pose. Est-ce qu'aucun des collègues n'utilise la thrombolyse avant de référer, ou est-ce que, tout simplement, cette question n'était pas au niveau de votre fiche d'enquête, donc, concernant l'utilisation de thrombolytiques? Il y a quelques d'autres problèmes de forme. À la page 94, vous avez commencé par nous donner un camembert. Je pense qu'il faut d'abord mettre un texte et référer donc, la figure avant de montrer la figure. On ne commence pas brutalement avec une figure. On ne commence pas un chapitre avec une figure. Au niveau de la page 101, donc au niveau des examens complémentaires disponibles en urgence, vous avez parlé de l'électrocardiogramme. Mais moi, ce qui m'interpelle, en fait, ce n'est pas la disponibilité de l'électrocardiogramme, puisque nous avons vu des exemples, nous avons fait des études antérieures qui ont montré qu'il y a des services où l'électrocardiogramme est disponible 24 heures sur 24. Mais est-ce que l'interprétation est disponible 24 heures sur 24? C'est ça le problème, puisque c'est bien beau de faire, un examen complémentaire, mais encore faudrait en donner les résultats pour qu'une prise en charge puisse démarrer. Mais si vous faites l'électrocardiogramme, vous dites au malade de revenir le lendemain pour prendre les résultats, vous êtes d'accord avec moi que vous n'allez pas le faire correctement. Donc je pense qu'au niveau de la fiche d'enquête, il fallait aussi, en tout cas, montrer au niveau des résultats, est-ce qu'il y avait une disponibilité non seulement de l'électrocardiogramme, mais de l'interprétation de l'électrocardiogramme. Et je pense que cette thèse, au niveau de la première partie, excusez-moi de revenir, au niveau de la première partie, vous avez bien expliqué ce que c'est que l'infarctus du myocarde, le syndrome coronarien aigu, etc. Mais il aurait fallu montrer aussi quelques exemples, il faut rappeler quelques essais, quelques registres européens sur les attitudes par rapport à ces syndromes coronariens aigus-là, puisque c'est ça l'objet du travail. Et c'est un travail de qualité. Je vous félicite encore une fois d'avoir pu mener à bien ce travail-là. C'est un travail qui va très sûrement être utilisé pour le changement de l'attitude par rapport à ces pathologies qui constituent de véritables fléaux. À l'ère où le pays est en train d'être doté de salles de coronarographie et d'angioplastie, je pense que ce travail-là est extrêmement important puisque c'est le premier contact avec le médecin qui va déterminer donc, le pronostic de ces patients-là. Si vous avez réussi à être là aujourd'hui, à donc, gravir les échelons jusqu'à atteindre ce jour solennel de votre soutenance de thèse, c'est parce que vous avez des qualités intrinsèques. Donc, on vous connaît, vous êtes très poli, très discret et vous travaillez très très bien. Je pense que vous avez une bonne assise scientifique. Et si vous avez tout ça, vous le devez à vos parents, que je félicite au passage. Et il me reste tout simplement à prier pour vous, pour que donc cette thèse soit le début d'une carrière épanouie, aussi bien sur le plan professionnel et aussi une réussite familiale. Donc je vous remercie et j'en ai fini, Monsieur le Président. Merci, professeur Kane. Béchir, tu as dû te rendre compte qu'il a lu ton travail
avec beaucoup d'attention, j'ai envie de dire passionnément, parce que je pense que c'est effectivement un travail qui interpelle. Et je pense que c'est plus des contributions qu'il a apportées. J'ai noté surtout une question sur la prise en charge avant la référence. Je te donne la parole pour répondre à ces questions et éventuellement un mot sur ces commentaires. Merci beaucoup, Monsieur le Président. À notre maître et juge, le professeur Adama Kane, nous vous exprimons toute notre reconnaissance et notre profonde gratitude. C'est un réel honneur de vous avoir comme maître et juge. Votre rigueur scientifique et vos qualités pédagogiques ont marqué tous les étudiants à la faculté de médecine. Nous vous prions de voir dans cette thèse l'expression de notre estime et de notre reconnaissance. Que Dieu vous accorde longue vie et une santé de fer. Notre maître et juge, le professeur Adama Kane, nous a fait un certain nombre de suggestions et de remarques dont nous tiendrons compte lors de la correction finale de notre travail. Il nous a quand même posé une question posant sur la prescription avant la référence de ces médecins qui font partie de notre population d'études. En fait, c'était une question qui était ouverte, à savoir est-ce qu'ils prescrivaient des médicaments ou pas. Lorsqu'ils prescrivaient des médicaments, ils devaient nous préciser dans le questionnaire quels médicaments qu'ils prescrivaient. Alors, il s'est avéré qu'aucun d'entre eux n'a prescrit de thrombolytique avant la référence. Par contre, il existe 24% qui ont administré des antiagrégants plaquettaires ou des dérivés nitrés. Merci beaucoup, Monsieur le Président. L'idée, c'était d'éviter la suggestion. Et puisqu'on ne leur a rien suggéré, personne n'a pensé à prescrire un thrombolytique avant la référence. Professeur Mabouri Diaw, à présent. Merci, Monsieur le Président. Bachir, c'est un plaisir pour moi de faire partie de votre jury de thèse. En fait, c'est une occasion pour moi de siéger à nouveau avec notre maître, le professeur Abdoul Kane. Et je pense que, comme l'a dit le professeur Adama Kane, c'est un modèle pour cette université, cette faculté, mais également pour les structures hospitalières. C'est quelqu'un qui nous a poussé, disons, si nous avons réussi un peu l'internat, la cardiologie, c'est peut-être quelqu'un qui était derrière nous, qui nous a poussé et qui a beaucoup fait pour nous. Et je pense que c'est l'occasion encore opportune de le féliciter et de le remercier, mais surtout de prier pour que le bon Dieu lui accorde une longue vie et une excellente santé, donc pour qu'il puisse mener à bien tout ce qu'il entreprend pour l'institution. Et quand je dis institution, c'est à la fois l'université et le milieu médical. Quant au professeur Adama Kane, on se côtoie tous les jours, on est dans le même service au niveau de l'hôpital Aristide Le Dantec, même s'il fait des va-et-vient entre l'université de Saint-Louis et Dakar. Je disais que la cardiologie interventionnelle, c'est deux pôles. Un pôle, c'est les rhumatologues. J'étais un peu surpris d'ailleurs que votre co-directeur ne soit pas parmi les membres du jury, parce que c'est quelqu'un qui aurait dû peut-être être du jury, le professeur Alsan Bay, que je salue et félicite pour avoir dirigé ce travail. Donc, lui et le professeur Adama Kane constituent les rhumatologues du Sénégal, donc qui sont de la cardiologie interventionnelle. Quant à coronarographie et angioplastie, il y a moi, il y a le professeur Abdoul Kane, il y a le docteur Hakim qui est actuellement en France. En fait, on est peut-être un peu plus nombreux que les rhumatologues. Et nous saluons leur travail, ce qu'ils entreprennent tous les jours pour les patients et surtout donc l'effort qu'ils fournissent pour soulager ces patients du point de vue rhumatologie. Et donc je le félicite pour tout ce qu'il fait avec son équipe et le prier pour qu'il ait une longue vie et une excellente santé lui aussi. Nous avons lu avec intérêt ce travail qui porte sur l'évaluation de la prise en charge de l'infarctus. Quand j'ai dit infarctus du myocarde, j'ai dit c'est normal que certains vous répondent onde Q de nécrose. Parce que le terme générique de l'infarctus du myocarde, c'est peut-être pas forcément le caractère aigu immédiat, où on parle de syndrome coronarien aigu qui permet de dire là il y a un degré d'urgence, il faut intervenir, le first medical contact c'est dans les 10 minutes, réaliser un électrocardiogramme et si possible amener le patient en salle de coronarographie et déboucher l'artère. Si ce n'est pas possible dans les 90 minutes, il faut peut-être privilégier la thrombolyse et comme vous l'avez dit dans la présentation, essayer de faire cette thrombolyse le plus rapidement possible dans les 30 minutes. Donc je comprends un peu que certaines questions, que vous puissiez avoir donc des réponses qui sont un peu mitigées donc, par rapport au... Peut-être c'est un peu l'intitulé du titre qui fait que donc, vous avez pu avoir donc, ces
ces réponses. C'est un travail qui est intéressant. Je disais tout à l'heure, avant qu'on arrive dans cette salle, qu'il y a peut-être des efforts à faire par nous pour sensibiliser les généralistes, mais également sensibiliser les cardiologues qui sont dans les centres de santé, également dans les services d'accueil urgence au niveau des structures hospitalières, pour une meilleure prise en charge de ces patients qui présentent un syndrome coronarien aigu. Effectivement, c'est une course contre la montre. Vous l'avez dit, le temps, c'est du muscle. Plus on met du temps à prendre en charge ces malades, plus on perd du muscle, et plus on, entre guillemets, je dis, c'est peut-être les médecins ou bien les acteurs de la santé, on pousse ces patients un peu vers les complications, qui peuvent être précoces comme qui peuvent être tardives. Et donc je pense que pour ça, nous vous félicitons d'avoir entrepris ce travail pour voir un peu comment ces patients sont pris en charge au niveau des structures de santé, centres de santé et services d'accueil urgence. Et c'est un travail qui est bien écrit. Bon, à un moment donné, j'ai dit, certains mots sont en gras. Ça gêne un peu la lecture. Sur une phrase, vous mettez par exemple, beaucoup de gras des fois sur la phrase. Je pense qu'il faut l'écrire de manière harmonieuse et ça. Dans une présentation PowerPoint, comme vous l'avez fait, pour mettre en exergue un élément donné, vous pouvez le mettre en gras. Mais comme c'est un texte que vous allez donner, je me suis dit probablement comme vous êtes très riche, donc vous avez beaucoup d'encre, donc c'est pourquoi vous avez mis tout en gras, donc vous imprimez. Et donc ça, c'est pas la peine de mettre tout en gras, vous pouvez juste écrire normalement. Et le mot aigu, et dans la rédaction médicale, tout ce qui est méthodologie, tout ce qui est résultat, s'écrit au passé. En général, on utilise l'imparfait le plus souvent. Donc je pense qu'il faut peut-être corriger cette partie. Parce que vous avez utilisé le présent. De temps en temps, vous le mélangez un peu à l'imparfait. Mais disons que dans 75% des cas, vous avez utilisé le présent. Donc ça, je pense que c'est juste, c'est peut-être la secrétaire. Bon, mettons tout sur le dos de la secrétaire. Mais il faut peut-être corriger ça assez rapidement. À la page, bon, je suis d'accord avec le professeur Adam Khan quand il parle de... Philippe Senghor, il y a un électrocardiogramme que le docteur Gorossi lui-même a amené donc, au niveau du centre de santé. Mais je me suis dit également certains médicaments qui manquent, comme à FAN, par attention entre les médicaments qui sont disponibles au niveau du service accueil urgence et les médicaments qui sont disponibles au niveau de l'initiative de Bamako, de la pharmacie. Parce qu'à FAN également, ils ont des thrombolytiques. Mais probablement, c'est au niveau de la pharmacie de l'hôpital. Et donc, des fois, même à l'hôpital général de Grange, j'ai eu à me chamailler au téléphone une fois avec le pharmacien, parce qu'on avait besoin de thrombolytiques au niveau de l'Odantec. Au niveau de l'officine, c'était en rupture. Mais quand j'ai appelé, il m'a dit que c'est lui qui le met en disposition, mais uniquement au niveau du service de cardiologie et pas au niveau de l'officine. J'ai dit non, ça c'est aberrant. Parce que quelqu'un peut venir acheter, mais au niveau de l'officine, pas au niveau d'un service. Donc, mais ça, je pense que c'est peut-être des recommandations ou bien des améliorations à faire pour que ces médicaments puissent être disponibles dans tous les... Je suis d'accord avec le professeur Adam Khan, l'interniste qui s'occupe de prendre en charge les syndromes coronariens au niveau de l'hôpital Aristide Le Dantec doit être connu, parce que ça c'est grave. C'est un centre où on fait de la coronarographie 7 jours sur 7 presque. Le professeur Khan fait de la coronarographie là-bas, moi, il y a d'autres qui interviennent. Donc il n'est pas question que quelqu'un retienne un patient dans un service qui n'est pas un service de cardiologie pour la prise en charge d'un syndrome coronarien. Maintenant, il peut dire je le prends en charge, après je le réfère. Ça c'est possible, mais pas je vais traiter ce patient moi-même. Juste pour aller très vite, la page 59, dans la description du matériel qu'on utilise pour faire une coronarographie, le matériel, vous avez mis pour les guides, vous avez mis 0,14, 0,15. En fait, c'est 0,014 et 0,035. C'est un guide 0,35 et pas 0,15. Donc il faut corriger, c'est 0,035. On va essayer d'aller assez vite. Les objectifs, ça on se verra. Parce que je pense que quand on énumère des objectifs, on utilise en général des verbes actifs. Donc qui permettent d'agir. Et je pense que par rapport à certains verbes, ça on se verra pour corriger assez rapidement ça dans mon bureau. Il en est de même pour la bibliographie où il n'y a presque pas du tout de coquilles. L'hôpital principal de Dakar, c'est HPD. C'est l'hôpital principal de Dakar et pas principal, point. Sur tous les tableaux, vous avez mis principal. Donc je pense qu'il faut corriger et mettre hôpital principal de Dakar.
à la page